Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous pour votre rendez-vous d'analyse et de commentaires sur l'actualité en République démocratique du Congo. Il s'agit bien sûr du magazine Le Point. Nous vous savons nombreux et nous voulons vous faire honneur. Vous êtes certainement sans savoir que depuis à peu près 6 mois, la scène politique congolaise est en train de connaître une forme de mutation. Il y a eu certes l'Union sacrée de la nation qui a bouleversé les donnes, mais depuis peu, il y a une forme de position ou de contestation, justifiée ou pas, à cette union sacrée. Et cela ressenti par l'expression des forces, comme on dit, vives, politiques ou sociales. Je voudrais prendre notamment l'exemple des évêques réunis au sein de la SENCO qui n'ont pas pris des gants pour pouvoir stigmatiser le régime Félix Tshisekedi et bien d'autres. Alors, est-ce que la magie a-t-elle pris fin? Est-ce que Félix Tshisekedi est-il arrivé au bout de ce qu'il aurait pu faire ou ce qu'il devrait faire? Ce sont là des questions légitimes que je pose aujourd'hui à mon invité, Jules Bakatushipa, que vous devrez certainement déjà avoir vu. Il est analyste politique. Merci pour la disponibilité, j'allais dire légendaire. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Vous me faites une fois de plus l'honneur de venir faire entendre ma voix, parce que l'édifice que nous avons, la RDC, ça demande que tout Congolais ait pris de bon sens, puisse mettre aussi la main dans la pâte. Et nous, on vient avec les analyses pour pouvoir édifier aussi vos téléspectateurs. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter un heureux anniversaire. Ah oui, c'est vrai. Cette émission est enregistrée le 22 juin, jour de mon anniversaire. Ah, voilà. Alors, plein de bonheur pour vous, plein de succès. Et aussi, mes vœux sont le vœu de bonheur, de santé. Que Dieu continue à vous prêter vie. Merci beaucoup. La nation a besoin de vous. Merci, merci infiniment. Alors, cela dit, je voudrais tracer les tableaux, peut-être sombres, mais bon, c'est à vous de voir. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans une coalition qui a montré ses limites. Depuis plus d'1 an, il est seul maître à bord. Mais depuis plus d'1 an, la guerre n'a pas cessé. Les Congolais ne vivent toujours pas bien. Aujourd'hui, la justice est remise en cause. Et dans la vie nationale, il y a des antivaleurs qui sont attribuées aussi au régime Félix Tshisekedi. Je parle ici de la corruption, de la concussion. On stigmatise ici les cas des députés qui auraient été corrompus ou pas avec des jeeps. Et j'en passe des meilleurs, sans parler de l'instrumentalisation de la Commission électorale nationale indépendante, visiblement chevillée au régime en place. Le président de la République ne s'est pas gêné de dire qu'il est candidat et ses potentiels adversaires font aujourd'hui les frais d'une sorte de chasse à la sorcière avec des arguments plus ou moins fallacieux. Est-ce que finalement on a raté quelque chose dans ces pays? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de questions que vous avez posées en même temps. Merci encore une fois de plus. Je crois que le changement, c'est tout un processus. C'est un processus qui devait commencer quelque part. Une chose qui me vient à l'esprit, c'est, vous savez, un mensonge répété finit toujours par être pris pour une vérité. Les habitudes qui caractérisaient déjà nos politiciens, c'était l'enrichissement facile. Et ils étaient habitués
à un mode de gestion. C'est comme si la République était leur bien privé. Je vous l'avais déjà dit une fois ici que Félix a pris le pouvoir dans des conditions très difficiles où il fallait renverser la pyramide. Et vous remarquerez que les difficultés que Félix a, c'est avec les politiciens, mais pas avec la population. Et bientôt, ça risque d'être avec la population aussi, parce que si elle patiente beaucoup... C'est vous qui le dites. Mais c'est la population qui donne le mandat. La population comprend que Félix est en train de batailler presque seul pour essayer de remettre des choses à l'ordre. Vous voyez? Parce qu'il y avait des habitudes déjà ancrées dans la population où les gens trouvaient les voleurs comme étant, comment je dirais, la source de leur bonheur. Vous voyez, les Congolais étaient habitués à la flatterie. Quand il vient vers vous, il doit vous faire des éloges pour, n'est-ce pas, recevoir de vous ou tirer de vous quelque chose. Mais Félix n'est pas dans cette logique-là. Vous pouvez chanter pour lui comme vous voulez, mais si on vous attrape la main dans le sac, votre sort, vous le connaissez déjà. Je vais vous parler, par exemple, tout citoyen américain connaît la loi. Ici, chez nous, on dirait que les Congolais ne connaissent pas encore leurs droits. Ils ne connaissent pas encore les lois qui régissent, au fait, leur pays. En ce qui concerne la politique de Félix aujourd'hui, ne voyez pas Félix comme un individu. C'est la conséquence de la lutte de l'UDPS. Alors, ceux qui sont contre Félix aujourd'hui, ils se disent que s'il arrive à réussir dans sa mission, les gens n'oublieront plus jamais la lutte de l'UDPS ou le parti UDPS. Il faut torpiller ce mandat de n'importe quelle façon pour réduire, n'est-ce pas, le leadership du président Félix. Vous n'avez pas de religion sacrée. Il fallait passer par là. Parce que nous sommes un pays, nous avons une constitution. La constitution reconnaît quand même qu'il y a, comment je dirais, une certaine force qui doit se dégager au sein du Parlement. Mais est-ce que l'union sacrée, sans vous interrompre, n'a-t-elle pas charrié, hérité des antivaleurs décriées dans le FCC Cash? Bon, dire qu'il a hérité, c'est trop fort. Mais comprenez que l'union sacrée est composée aussi de ceux qui sont venus du FCC avec de vieilles habitudes, où ils étaient habitués à gagner facilement leur vie, mais ils se rendent compte que quelque part, on est en train de serrer les vis. Et là, certains qui se sentent concernés ou lésés, ils peuvent que réagir d'une manière comme d'une autre, mais sans pour autant s'afficher. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour remercier le président Mbosso, qui a voulu que les votes se fassent, qu'on voit qui a voté pour et qui a voté contre. Et je crois les votes de quoi? Pour livrer le député, comment je dirais, qu'il soit poursuivi par la justice. Ah, ok. La levée des immunités des... Bien sûr. Ah, okay. Je crois que c'est ce que Bati pouvait faire. Parce que c'est pas pour rien que les séances, n'est-ce pas, au niveau du Parlement sont télévisées. C'est pour permettre à la population de savoir réellement qui défend sa cause. Alors c'est là où je regrette que le président Bati devait aussi faire de la même manière, au lieu de faire les votes secrets. Parce que, imaginez-vous... Mais le président Bati, il ne dicte pas leur conduite aux sénateurs. Non, c'est le président, n'est-ce pas, du Sénat. C'est lui qui peut donner le mode de vote. Quand il dit, on va voter main levée, ça se fait main levée. Personne ne va dire, non, il faut qu'il y ait la majorité qui accepte cette modalité-là de vote. Non. Et c'est ce que Mbosso a fait. Moi, je préfère que ce soit le cas quand on doit organiser les votes dans un sens comme dans un autre, que nous voyons qui a voté pour nous. Parce que le peuple veut soutenir sa justice comme il soutient son armée. Parce que la justice, je vous ai toujours dit qu'elle est rendue au nom du peuple. Il n'y a pas d'élévation d'une nation sans la justice. Justement, aujourd'hui, la SENCO a pointé du doigt le fait qu'aujourd'hui, il y a une sorte de justice à deux vitesses. Une justice pour faire des règlements politiques et puis une autre justice pour les autres.
Bon, vous savez, moi j'ai toujours quelque part dit que la Senco, peut-être, elle oublie sa mission. Vous savez, quand vous allez en justice, il y a toujours un qui va tomber et l'autre qui va gagner. Mais pourquoi celui qui est condamné poursuivi par la justice, il crie toujours à l'acharnement? Non, est-ce que les faits pour lesquels il est poursuivi sont vérifiés ou pas? Et il n'y a que la justice qui peut nous dire, parce que c'est notre justice en fait. On doit quelque part soutenir et appuyer cette justice. Oui. Mais si nous commençons à dire que non, voilà, c'est une justice à deux vitesses, alors vous voulez que laquelle de justice puisse faire le travail? Mais ces propos, en fait, pour moi, ils sont évocateurs d'une autre époque. On dirait que la Senco a la même attitude avec les régimes, commence à avoir la même attitude avec les régimes Félix Tshisekedi que l'attitude qu'elle avait eue avec les régimes Kabila vers la fin de celui-ci. La Senco prend les partis de ses fidèles, qui sont des citoyens congolais, c'est tout à fait normal. Mais si les fidèles-là ils ne se sont pas convertis et qu'ils développent toujours des vieilles habitudes où ils doivent piller les ressources de l'État, que voulez-vous? Peut-être que c'est avec cet argent-là qu'ils payent des dîmes et, comment je dirais, des offrandes à l'église. Mais quand on sert, et en tout cas, je me permets de le dire, hein, peut-être que les recettes aussi de l'église diminuent. Et là, je dirais peut-être qu'elle peut se faire passer pour, n'est-ce pas, la Senco se faire passer pour l'avocat de... Non, mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que notre justice est en train de faire bien son travail. Demandez aux victimes d'hier. Demandez aux victimes d'hier. Nous avons vécu dans ce pays où quelqu'un se réveille le matin et hier il était propriétaire, aujourd'hui il a perdu sa parcelle. Ces choses ne se font plus. Pourquoi? Parce que la justice est en train de faire le travail. Ceux qui avaient perdu leur parcelle hier, ils sont en train de le récupérer aujourd'hui. Mais que la Senco nous dise, elle se base sur quoi pour dire que non, voilà, la justice, elle est instrumentalisée par le régime Félix? Non, c'est pas ça. Félix est en train de faire le travail qui est en phase avec la population. La population croit, n'est-ce pas, à la bonne volonté dans le chef de Félix Tshisekedi, et surtout par rapport à la justice. Et vous remarquerez que quand le Sénat a refusé de livrer Matata Pogno, vous voyez déjà, vous sentez la grogne dans la population. On dit, mais non, il devait aller où? C'est devant la justice. Et imaginez-vous, lui-même, en descendant de l'avion, il dit non, je viens pour faire face à la justice. Il était prêt pour affronter la justice parce qu'il croit qu'il est innocent. Mais qui peut l'innocenter, ce n'est pas la justice. Mais si la justice trouve que les faits pour lesquels il est poursuivi sont vérifiés ou s'avèrent vrais, mais il doit, n'est-ce pas? Vous savez, il y avait un monsieur qui disait qu'il y a des Koulouna en cravate. Aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a réellement des Koulouna en cravate. Mais leur place se trouve où? C'est en prison. Mais nous devons mettre cette fin assemblée, au régime d'impunité. Mais ce Sénat-là, aujourd'hui, je crois que l'Union sacrée pour la nation a fait main basse, si je peux me permettre les termes, sur les différentes chambres. Ce Sénat est aussi représenté en majorité par des sénateurs Union sacrée. Et donc, ils ont pris librement la décision de ne pas mettre l'un des leurs à la disposition de la justice pour des faits, des éléments qu'eux-mêmes doivent connaître. Pourquoi leur en vouloir? Voilà. Je demande vraiment aux Congolais d'ouvrir l'œil parce qu'ils doivent défendre la Constitution qui est la leur. Notre Constitution consacre la séparation des pouvoirs. Et là, je suis très sérieux. Le Sénat, c'est un pouvoir législatif. Il ne peut pas faire obstruction par rapport à la justice. Moi, je crois que c'est des fois par courtoisie qu'on demande l'autorisation de poursuite. C'est une courtoisie. Et le Sénat ne peut pas refuser. Quand le magistrat demande, on ne peut pas refuser. Voilà pourquoi j'avais aimé le Premier ministre à l'époque, quand il s'adressait à ceux qui devaient participer au gouvernement, pour leur dire, dès lors que vous êtes poursuivis par la justice, commencez déjà par rendre vos tabliers et vous vous mettez à la disposition de la justice. C'est ça aussi l'état de droit, c'est ça aussi le patriotisme. Là, imaginez-vous
aujourd'hui, les parlementaires veulent interpeller un ministre. C'est le pouvoir exécutif. Et le Premier ministre dit non, que les ministres n'aillent pas se présenter devant les députés. Comment ils vont se sentir? Quoi, ils consacrent l'impunité? Voilà, en quelque sorte. Mais c'est la loi qui le veut ainsi. Non, moi je dis que là, la loi, peut-être, elle n'est pas bien comprise. C'est une façon de respecter l'honorabilité de ces sénateurs. Quand on lui demande de se présenter devant la justice, on écrit, parce que le procureur a bien détaillé... Alors, qui a mal joué dans ces cas? Parce que vous dites que le concerné Matata Ponyo est revenu de la Guinée ou un pays de l'Afrique de l'Ouest pour se présenter devant la justice. Et il s'est fait que ce n'est plus possible. Qui a mal joué? Est-ce le président du Sénat? Est-ce les sénateurs? En tout cas, quelque part, moi je dis que le président du Sénat, en organisant les votes, on devait voir qui sont les sénateurs qui ont refusé de livrer Matata. Parce que la justice, elle est rendue au nom des Congolais que nous sommes. Quels sont ces sénateurs qui font obstruction par rapport à la justice de notre pays? En tout cas, on devait le savoir. Et après quoi, ça sera quoi, la vindicte populaire? Non, mais dis-moi qu'on sache. On sache que parce que ces sénateurs-là, ils sont ici de voix des Congolais. On doit connaître qui est ces politiciens qui travaillent pour l'intérêt de la République et qui est ces politiciens qui travaillent que pour ses intérêts égoïstes. Matata lui-même voulait affronter la justice. Pourquoi les sénateurs ont refusé alors que ce n'est pas eux qui sont concernés? Tu vas encore croire que c'est Matata qui dit non, je ne veux pas aller affronter la justice. Mais lui-même, en descendant de l'avion, même pour aller plus loin, malgré la décision du Sénat, lui, Matata pouvait dire, malgré ça, moi, je vais aller devant la justice, s'il se sent réellement non coupable. Vous voyez? Et jusque-là, il est encore présumé innocent. Vous voyez? Donc, le Sénat étant pouvoir législatif ne peut pas, n'est-ce pas, se faire passer pour juge et partie. Ils ne peuvent pas rendre les décisions de justice. La justice est un pouvoir à part entière. Donc, les sénateurs, qu'ils reviennent au bon sens, que ce genre de choses ne se répètent plus, et que, parce que le procureur, je crois qu'il ne va pas se fatiguer. Non, effectivement, il est allé à la Cour constitutionnelle, voilà, je crois. Les faits pour lesquels Matata est poursuivi, pour le procureur, il est très convaincu que Matata y est pour quelque chose. Donc il doit venir répondre, qu'il donne ses moyens de défense. Vous lui suggérez de faire fi du vote du Sénat? Non, je crois qu'il est dans la procédure. Hein, il n'a pas encore fini ses procédures, le procureur. Il va encore retourner vers Matata. Et surtout, les faits pour lesquels Matata est poursuivi, ce ne sont pas les faits qu'il a commis pendant qu'il est sénateur. C'est avant qu'il ne soit sénateur. Je crois que les sénateurs ont perdu vraiment la raison en refusant que Matata aille répondre pour les faits pour lesquels il est poursuivi. C'est les faits commis par lui quand il était Premier ministre. Certains disent, bon, je ne veux pas dire que c'est des mauvaises langues, que peut-être les sénateurs craignent que tout cela amène à une forme de tricotage qui peut déboucher sur l'interpellation ou la mise en examen d'autres sénateurs concernés par les mêmes dossiers ou des dossiers du genre. Mon frère, les faits pour lesquels ils sont poursuivis, c'est le détournement des deniers publics. Ça, c'est le patrimoine de tous les Congolais. Alors, s'ils ont trempé leurs mains dans les caisses de l'État, même si on doit récupérer tous les sénateurs, on les récupère. Ils sont des suppléants, non? Quand un sénateur est condamné, son suppléant prend sa place. Donc, moi, je me dis, le Sénat doit laisser la justice faire son travail. Et je regrette que le chef même leur avait demandé, le chef de l'État leur avait demandé, quand il avait reçu les sénateurs de l'Union sacrée, il leur a demandé de ne pas faire obstruction à la justice. Parce qu'il est aussi le magistrat suprême de la RDC, c'est le chef de l'État. Donc, et même ceux-là qui demandent au chef de l'État d'intervenir pour des dossiers des uns des autres qui traînent encore devant la justice, moi je crois qu'ils commettent l'erreur. Le chef n'interviendra pas pour un dossier qui est devant la justice. Parce que le pouvoir qui est le sien, c'est peut-être quand vous êtes condamné, vous pouvez bénéficier de la grâce présidentielle. Mais les poursuites, on doit savoir qui a fait quoi dans ce pays. Et si les sénateurs se retrouvent... À propos, justement, l'un des faits pour lesquels les évêques ont stigmatisé la justice, c'est ces procès camérés. Et pour lesquels les évêques avaient considéré aussi, étaient aussi persuadés qu'il y avait une autre voie qui n'était pas celle de les condamner. Peut-être parce qu'ils pensent, comme l'UNC, que les dossiers camérés étaient vides. Et là,
Du coup, ça ressemblait simplement à un règlement des comptes politiques pour mettre de côté un adversaire politique, un challenger pour 2023. Non, mais je dirais que c'est à tort que les évêques peuvent aller dans ce sens-là. Parce que je ne suis pas contre les évêques, bien au contraire, je les soutiens, ce sont nos pères spirituels. Mais quand ils viennent dans un terrain politique, on doit aussi les rencontrer dans un terrain politique. Là, c'est une mauvaise manière de communiquer. Sinon, il risque de faire penser au peuple qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leur justice. Kamerhe a eu des avocats. Vous vous rappelez, parce que son dossier était en appel. En appel, ces avocats ont séché, n'est-ce pas, à l'audience. Mais que voulez-vous? Ils devaient apporter leurs moyens de défense. Ce n'est pas dans la rue ou devant les médias qu'on vient se défendre. Le magistrat ou le juge vous attend pour venir avec vos moyens de défense. Vous ne partez pas, vous séchez à l'audience. Après, vous dites que non, voilà, c'est un procès politique. Ça, c'est une façon de s'aimer la confusion. Oui, alors si les évêques veulent être les avocats de Kamerhe, il y a encore une autre possibilité, c'est aller en cassation. Ils peuvent l'accompagner en cassation. Et ça peut toujours faire l'affaire. S'il est acquitté là-bas, c'est une bonne chose. Parce qu'il reste encore une autre voie de recours, il doit aller en cassation. Alors si les évêques veulent l'accompagner là-bas, avec les vrais moyens de défense, parce que je crois que nous tous, on a suivi le procès Kamerhe. On a compris où est-ce qu'il a posé les actes, où est-ce qu'il n'a pas posé les actes. Mais moi, je ne suis pas un magistrat ou un juge pour entrer dans ces domaines-là. Mais tout ce que moi, je voudrais ici dire, c'est que on doit faire confiance à notre justice. Elle reste notre justice. C'est vrai, Félix a pris le pouvoir avec les mêmes députés, avec les mêmes magistrats, avec les mêmes politiciens, mais il ne peut que faire avec. Mais du moins, il leur demande, chacun en ce qui les concerne, qu'ils puissent respecter du moins les lois du pays et la Constitution de la République. Oui, le président de la République, s'adressant à la presse, a justement fustigé la corruption au sein de l'armée et dans d'autres institutions de la République. C'est quand même assez étonnant qu'un chef d'État puisse faire un aveu pareil. Pensez-vous que les opérations menées aujourd'hui dans l'Est vont amener à un changement quelconque face à la gangrène ADF et autres Maï-Maï, vu que, comme vous le dites, il doit faire avec? Voilà, le chef de l'État, il peut aussi émettre son avis. Mais là, c'est un constat. Parce qu'il est sur terrain, il est en train de constater. Vous voyez? Et même, il a demandé à ce que certaines entreprises, après l'audit de l'IGF, n'est-ce pas, que les ministres sectoriels puissent prendre des dispositions. Oui, c'est-à-dire, le chef, il a pris le pouvoir, c'était la présidence. Aujourd'hui, c'est le gouvernement, n'est-ce pas? Hier, c'était l'Assemblée nationale. Il est en train de mettre de l'ordre dans chaque secteur. Et s'il constate que dans l'armée, il y a les détournements de l'argent destiné aux militaires, il ne peut que le constater. Et à son niveau, ce n'est pas un aveu d'échec, c'est un constat. Il a vu, après les investigations sur terrain, il trouve que non, voilà, le responsable de l'armée ne joue pas franc jeu. Et là, ça fragilise. C'est là où je dis peut-être qu'il y a certains de nos dirigeants qui sont vraiment caractérisés par un sens d'irresponsabilité. Il ne dit pas son nom. Le pays est sous menace. Mais l'argent qui doit parvenir à ceux qui défendent l'intégrité territoriale, qu'est-ce que vous allez laisser aux générations à venir si ce n'est pas l'intégrité de notre territoire? Alors, quand vous êtes là aux commandes, vous vous arrangez pour fragiliser la sécurité de votre pays. Mais ça, c'est la haute trahison. C'est pourquoi je demande à ce que ceux qui sont habilités à voter les lois, ils votent certaines lois. Par exemple, si on attrape un sénateur ou un député ou une autorité quelconque dans une situation de viol, de détournement des deniers publics, là, que ce soit une haute trahison, on ne passe pas par la levée des immunités. Directement, la justice s'en saisit. Et que ça soit clairement dit dans la loi. Et je crois que tout le monde aura maintenant peur de faire de n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, là, imaginez-vous un député ou un sénateur qui va violer une fille d'autrui. Après, le magistrat doit écrire pour demander la levée des immunités. Vous voyez un peu ce que ça fait. Non, évidemment, il y a les cas de flagrance. Mais parce que vous parlez de
de l'argent, les fonds pour les militaires, leurs soldes et le reste. Et on a entendu, il n'y a pas fort longtemps, même un artiste musicien, Koffi Olomide en l'occurrence, s'indigner du fait qu'il y a une forme d'opulence insolente à la tête de l'État, dans le chef des animateurs publics, des gens qui ont plus d'argent qu'il n'aurait fallu dans un pays extrêmement pauvre. Et dans ces lots-là, vous n'êtes pas non plus sans ignorer qu'aujourd'hui, la présidence de la République est aussi indexée du fait qu'elle est très budgétivore. C'est l'institution à laquelle on sert de l'argent en priorité. Et elle a largement dépassé son budget depuis belle lurette. Est-ce que c'est un modèle de bonne gouvernance? Voilà, donc ici chez nous, il y a certaines habitudes, n'est-ce pas, de par le passé. Si vous avez suivi Jean-Marc Kaboun, il a dit non. Les trains de vie, on doit revoir les trains de vie des institutions. Oui, c'est-à-dire, il y a l'argent qui va à la présidence pour certaines raisons. C'est budgétisé. Au niveau du Parlement, ils ont aussi un budget. Mais quand vous regardez le budget, c'est plus de 70% du budget qui va vers les institutions. Ça, ce n'est pas correct. C'est pourquoi Jean-Marc Kaboun a demandé à ce qu'on puisse revoir à la baisse le train de vie des institutions. Et ça, c'est le travail des parlementaires. En fait, l'autorité budgétaire, c'est le Parlement. C'est à eux de voir qu'est-ce qui va être alloué à la présidence et aux autres institutions et dans le reste des projets de développement pour la République. Et là, ils doivent travailler avec le gouvernement. Il n'y a pas longtemps que nous avons un gouvernement de warriors. C'est ce gouvernement-là que nous pensons tous être un gouvernement qui va remettre des choses dans l'ordre. Parce qu'on avait un gouvernement qui venait de tomber, celui d'Ilungamba. On accusait encore. Vous voyez, on a arrêté un des ministres qui était en train de traverser. Il s'est reproché de quoi? Parce qu'il y a même certaines personnalités qui sont agitées, qui cherchent à quitter le territoire national. Pourquoi? S'ils ne se reprochent de rien. Donc, beaucoup d'argent de la République allait dans les poches des individus. Et Koffi, il l'a dit, il a fustigé la présidence, je le regrette. Mais le problème, ce n'est pas seulement la présidence, même dans les entreprises. On a constaté que par l'IGF, les rapports de l'IGF, on voit que les entreprises donnent des fois des dotations aux responsables alors qu'ils ne les méritaient pas. Oui, mais les PCA des entreprises, je crois que les derniers en date, c'était André Alain Atundu Liongo, PCA de la SNEL, qui aussi indique que l'IGF perturbe le bon fonctionnement des entreprises et qu'ils abusent, les inspecteurs, avec leurs patrons, abusent de leur pouvoir au point de paralyser les bons fonctionnements des entreprises, qui doivent aussi contribuer au trésor public à la fin. Vous savez, chez nous, on dit que donc, est-ce que l'IGF a parlé d'Alain Atundu? Pourquoi il réagit? L'IGF fait son rapport, n'est-ce pas? Et il le transmet à la justice. La justice va faire son travail. On saura si Alain Atundu en était bénéficiaire, oui ou non. Pourquoi il doit anticiper? Et depuis que l'IGF fait son rapport, nous constatons que les gens, ils s'agitent avant, mais après on constate que les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont vrais. Donc moi je crois que le PCA de la SNEL devait rester calme, attendre s'il est concerné, aller répondre devant la justice. Vous savez, la justice, c'est l'affaire de tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Fini avec le régime d'impunité. Quand vous voulez aller servir la République, soyez conséquents. Si vous êtes attrapé la main dans le sac, vous serez traité comme tout bandit économique. C'est des criminels économiques. Alors, l'IGF a fait son rapport, ça ne perturbe rien du tout. Il n'y a absolument rien qui est perturbé. C'est des individus qui sont perturbés. Et je crois que les travailleurs de ces entreprises-là doivent applaudir le travail que fait l'IGF. Et moi, j'encourage l'IGF à aller encore très loin pour poursuivre l'argent du trésor. Partout où l'argent du trésor passe, on doit savoir ce qu'on en fait.
Parce que c'est notre argent. Nous devons savoir ce qu'on fait de notre argent. L'argent là qui va dans les poches de certains individus, que nous applaudissons peut-être matin, midi, soir, et que je qualifie entre guillemets d'être de grands détourneurs, des jouisseurs des biens de l'État, cet argent-là doit être poursuivi et pour être récupéré. Vous savez, actuellement là, on parle d'un État de droit, c'est vrai, moi je prends ça dans le sens, comment je dirais, d'une certaine pédagogie par rapport à un État de droit. Donc, on est en train de faire croire ou voir aux Congolais que dans les jours à venir, si on vous attrape avec les biens de l'État, là c'est votre problème, ne criez pas à l'acharnement ou au dossier politique. Vous ne faites pas la politique pour aller vous cacher ou cacher vos mauvaises actions de détournement des deniers publics. Non. Et remarquez très souvent, ceux qui font la politique, c'est ceux-là qui bénéficient de l'argent du trésor. Et après, ils se retrouvent dans les partis politiques, parce que souvent, c'est eux qui sont les présidents de ces partis. C'est pour ça qu'ils reviennent toujours, n'est-ce pas? Quand on dit, votre parti doit donner les ministres, ils leur son propre nom. Oui, parce que c'est lui qui contribue, c'est lui qui crée les partis, donc ça devient son bien privé. Alors que ça pouvait servir, n'est-ce pas, à la République. Voilà pourquoi moi je me dis il y a beaucoup de choses qui doivent être revues dans ces pays, notamment les lois par rapport aux créations de partis politiques, parce que moi je me dis toujours que les partis politiques doivent être subventionnés. Regardez, depuis que nous connaissons la Senko, ou depuis un certain temps, il n'y a que Abbé Cholé qui fait le secrétariat. Est-ce qu'il n'y a pas un autre prêtre qui peut faire ce travail-là? Mais ce n'est pas un parti politique. Non, mais il parle toujours des partis politiques. Mais chez eux, ils se comportent aussi comme se comportent les gens dans les partis politiques. Et moi, je veux aller plus loin pour dire que depuis un certain temps, je ne sais pas si vous connaissez un président de la Senko qui est issu de l'espace kassaïen. En quoi ça pose problème? Mais parce qu'il parle, je l'ai suivi, il dit non, le tribalisme. D'ailleurs, j'allais vous dire que, écoutez, tous les Kassaïens n'appartiennent pas à une même tribu. On risque de faire croire à l'opinion que tout Kassaïen appartient à une tribu qu'on appelle les Kassaï. Non, il y a des Kassaïens qui viennent de diverses tribus. Vous comprenez? Mais ici, au lieu de parler des compétences ou de la méritocratie, les gens se rabaissent pour parler du tribalisme. Et c'est le discours-là que je trouve ne pas être correct. C'est une mauvaise façon de communiquer. Vous voyez? Et quand vous regardez bien, depuis tout ce temps, à l'époque où Mobutu était au pouvoir, je parle un peu de Mobutu, il y avait des Bangala presque partout. Mais qui parlait du tribalisme ici? Personne. Personne ne parlait du tribalisme. Et Kabila était au pouvoir, même Mouzé. Dites-moi, le gouvernement de Mouzé, la majorité des ministres étaient de quel espace linguistique? Si ce n'est pas les Swahiliphones. Mais qui a crié au tribalisme ici? Personne. Joseph Kabila, mêmement. On a connu de Premier ministre ici, Antoine Gizang, a fait combien d'années en tant que Premier ministre? Et maintenant, tu en as fait combien d'années? C'est quel espace linguistique? Mais qui a crié au tribalisme? Personne. Mais quand Félix arrive, quand bien même son directeur de cabinet n'est pas un Kassaïen, on crie toujours au tribalisme. Mais c'est quoi ça? Depuis qu'il est président, qui l'a nommé comme Premier ministre issu du Kasaï? Non, ça c'est un faux débat. Moi je me dis, tous ceux qui parlent aujourd'hui du tribalisme, c'est eux les tribalistes. Comment ils voient le tribalisme en tout? Je ne sais pas. C'est pourquoi moi je dis, Abbé Cholé, il doit revoir sa façon de communiquer. On a besoin qu'il nous parle des vertus, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, qui rassemble les Congolais, pas ce qui sépare les Congolais. Depuis qu'il est là, en tout cas, moi, je demande à la Senko de nous trouver un autre secrétaire de la Senko. Et ça sera aussi une justice. C'est leur organisation interne, mais il y a quand même peut-être un point sur lequel vous allez être comment dire, d'accord avec les évêques, c'est la situation sociale de la population. Comme on dit, il n'y a de politique que le social. Mais en ce qui concerne les Congolais, on dirait que chaque jour qui passe devient encore plus compliqué que hier. Oui, je sais que ne pas reconnaître que le peuple souffre, ça sera aberrant de ma part. La vérité, c'est que cette souffrance est en train de tendre vers sa fin. Comment ça? Oui. Donc, le président est conscient
de cette réalité-là, de la vie sociale de sa population. Et il est vraiment en train d'y travailler, parce que, vous savez, on fait toujours la politique de ses moyens. Vous en parlez comme si vous étiez dans les secrets des dieux. Non, mais parce que les chefs d'État Dieu communiquent. président. Le chef d'État, il communique. Ce n'est pas un président qui a la langue de bois non plus. Il communique. Et vous sentez qu'il est en train de travailler. C'est comme, je donnerai un exemple de celui qui est en train de faire son champ. Il y a les temps où on doit couper les herbes, il y a les temps où on doit s'aimer et les temps où on doit récolter. Vous voyez? Et le Congo, ce n'est pas un petit pays, c'est un grand pays avec plus de 100 millions d'habitants. C'est pas... le plus grand problème dans notre pays, ici, moi je dis, c'est les infrastructures. Je viens de parcourir la province du Congo. Je vis, les chenilles viennent de là, le maïs. Il y a beaucoup de choses qui moisissent là-bas et qui ne savent pas arriver dans le grand centre de consommation, faute de route. Or, les routes demandent les moyens. Alors, le chef de l'État est en train de travailler pour avoir... Ici, au Congo, nous avons tout. Les Congolais ne peuvent pas mourir de faim ici. Et pourtant, c'est bien le cas. C'est par rapport à la politique de ses prédécesseurs. Ils n'ont pas compris que... Et lui, il est quoi? Non, mais il est en train d'y travailler. Je vous dis... Mais vous lui donnez encore combien de temps? Voilà parce que déjà l'année prochaine, on est dans une année préélectorale et là, c'est fini. Voilà pourquoi nous disons que le chef étant dans une bonne voie, on doit travailler en sorte que le deuxième mandat lui soit accordé. Ah. Et c'est pas mais si ces mandats ici, comme on dit, c'est lui qui peut le moins, paie le plus. Mais si ces mandats ici n'illustrent pas de manière heureuse son utilité à la population, par rapport à la population congolaise. Mais, écoutez, mais pourquoi lui en donner un nouveau? Non, mais ces mandats ici étaient déjà torpillé dès le départ. Il était quand même chef de l'État. Non, mais le chef d'État, à lui, il ne peut pas tout faire. Ah. Qui vous dit que le chef va tout faire? Lui, il donne alors, les orientations. Alors, il aurait pu être Premier ministre? Non, pas du tout. C'est pas ce que je voudrais dire. Mais imaginez-vous, nous sommes partis d'abord d'une coalition, FCC Cash, où le Premier ministre n'obtempérait pas aux ordres. De tout ça, c'était déjà préparé en amont. On savait que voilà, quand il va prendre le pouvoir, on va y aller de manière méthodique pour nuire à son leadership. Et en tant qu'homme politique, il s'est battu pour récupérer une grande partie du pouvoir. Et vous l'avez dit ici, à peu près 6 mois qu'il a récupéré, n'est-ce pas, pratiquement tous les pouvoirs. Mais aujourd'hui, regardez les assemblées provinciales. On accuse encore des gouverneurs des détournements. Et il y a une valse des gouverneurs aujourd'hui et où l'Union sacrée est en train de se positionner dans les exécutifs provinciaux. J'avais suivi l'honorable Batil Kobo qui disait, à raison, en son temps, que nous sommes partis de l'Assemblée nationale et du Sénat. Aujourd'hui, nous avons le gouvernement au niveau national et l'Union sacrée doit continuer jusque dans nos provinces. C'est-à-dire, les provinces ne sont pas encore en phase avec l'Union sacrée. Mais là, c'est une déstabilisation politique structurelle et garantie et soutenue par l'État. Non, mais écoutez, pour le bien de la République, il faut passer par là. Ah. Oui, si c'est pour le bien de la République, en tout cas, c'est la voie obligée. Parce qu'il faut qu'il y ait un chef qui donne la vision et la base qui suit la vision du chef. Mais imaginez-vous, le chef est contre la corruption, mais à un certain niveau, la corruption est en train de se faire sentir. Les détournements, mêmement. Tous ces gouverneurs-là, de quoi est-ce qu'on leur reproche? C'est les détournements. Les deniers publics. C'est ce qu'on leur reproche. Oui. Alors, si à ce niveau-là, on arrive à calmer la situation, il n'y a plus de détournement. Donc, ils vont faire le travail qui sera le leur. Oui. Alors, le chef de l'État ne va pas descendre pour mettre la propriété dans la rue. Et c'est pourquoi je demande aux Congolais d'accompagner aussi le chef de l'État. Là où vous pouvez faire quelque chose pour votre pays, faites-le. Et vous remarquerez que ceux qui sont censés accompagner la vision du chef de l'État, quelque part, ils sont en train de combattre cette même vision. Vous voyez? Même s'ils ne le disent pas. Oui, mais parce que lui aussi les combat à sa manière. Aujourd'hui, on a ses partenaires politiques qui sont presque dans l'adversité. Une bonne partie d'entre eux aujourd'hui.
Enfin, Bon, une écoutez, certaine partie. il se retrouve devant la justice, mon frère. C'est pas parce que vous êtes... Je parle aujourd'hui d'ensemble victime. Son leader est victime d'une sorte de machination pour cette histoire de congolité. Vous n'êtes pas sans savoir ça. Aujourd'hui, on ne sent plus Moïse Katumbi proche de Félix Tshisekedi. Et les proches de Moïse, déjà, on sent dans leur prise de position que leur leader a déjà emboîté un autre chemin. Voilà. Vous êtes journaliste. Essayez un peu de sonder, n'est-ce pas, la population par rapport à cette loi-là sur la congolité. Mais c'est une loi de Noël Tchadi qui est très applaudie par le peuple. Il y en a même qui déjà disent qu'on doit aller au référendum. Voilà, justement, Noël Tchani, Kassayan, Félix Tshisekedi, Kassayan, il y a une sorte de conspiration contre la République. Ce n'est pas parce que Noël Tchani est Kassayen que ce qu'il dit n'est pas correct. Attaquer ce que Noël Tchani dit, ça serait une sorte de maturité politique aussi. Rencontrez-les sur ce terrain-là, des idées. Pas individualiser les débats. Mais ces idées-là sont contre la République. En quoi est-ce que les idées-là sont contre la République? Mais parce qu'elle fait des citoyens des secondes zones qui ne sont pas reconnus dans la Constitution. Je comprends que vous prenez la fonction président de la République avec beaucoup de légèreté. Comment ça? C'est pourquoi vous voulez que tout le monde accède à cette fonction. Jusque-là, il n'y a pas de restrictions, à part celles qui sont reconnues dans la Constitution. Mais une restriction du fait des origines de quelqu'un ou de sa naissance, ce n'est pas encore dans la Constitution. C'est pourquoi Noël Tchani veut faire de cela une loi, que ne peut être président de la République qu'un candidat de père et de mère congolais est né en RDC. Imaginez-vous, vous avez des parents étrangers, n'est-ce pas? Votre père, en tout cas je refuse de parler des individus, Moïse Katumbi, non. Parlons du bien fondé de la loi. Parce que vous êtes né au Congo, même si vos parents sont des étrangers, et vous devez briguer la magistrature suprême. Quelle légèreté! C'est vraiment une légèreté. Le fait d'être né au Congo ne fait pas de vous forcément congolais. Et puis, la loi n'interdit pas à ces Congolais-là d'occuper d'autres fonctions. Mais nous parlons ici de la présidence de la République. Là, ça doit être verrouillé. Et c'est comme ça qu'on va nous prendre aussi avec beaucoup de sérieux. Vous voyez? Donc, si Moïse peut servir la République, ce n'est pas seulement un État président de la République. Qui vous dit que pour bien servir la République, il faut se mettre président de la République? Aujourd'hui, il est en train de servir la République. Et moi, je ne crois pas que ces débats-là peuvent léser Moïse Katumbi, même si les gens peuvent en parler. Aujourd'hui, Moïse Katumbi a des députés, il a des ministres. C'est-à-dire, il est opérationnel sur le terrain. Mais si cette loi-là fait que demain, ils ne sont pas candidats à la magistrature suprême, sportivement, en bon sportif, et puis je sais que Moïse Katumbi, c'est un gars très élégant, il va vite comprendre que c'est pour le bien de la République. Et si cette loi-là l'empêche d'accéder, il va dire, ben, écoutez, il n'a pas de choix. Parce que si nous parlons du bien de la République, pas du bien des individus. Ok, pour terminer, j'ai comme l'impression qu'ensemble, vous dites que Félix et Tshisekedi est sur la bonne voie et qu'il faut l'encourager là-dessus. Bien sûr que oui. Ne pas les reconnaître, je dirais que c'est pas juste, c'est incorrect. Depuis que Félix a pris le pouvoir, regardez les Congolais comment ils se retrouvent. Surtout par rapport à la justice. Chaque fois que l'IGF communique, mais parcourez les rues de Kinshasa ou l'arrière-pays pour comprendre à quel niveau les Congolais applaudissent le travail de l'IGF. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu dans ce pays qu'avec l'argent de l'État. Ils sont morts avec l'argent de l'État. Leurs enfants commencent à vivre depuis leur bas âge avec l'argent de l'État. À un moment donné, ils accèdent aussi aux fonctions publiques et toujours avec l'argent du trésor, mon frère. Mais tous ceux qui vont à l'école, quand est-ce qu'ils vont servir aussi la République? Non, Félix est en train de remettre aux Congolais leurs valeurs. Et les Congolais sont d'accord avec lui. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Félix, c'est ceux-là qui s'est retrouvés, n'est-ce pas, dans comment je dirais, un petit groupe de gens qui s'est retrouvé de tous les biens de la République. Mais aujourd'hui, Félix veut que les Congolais puissent tous se retrouver
que ce soit dans la gestion, que ce soit dans le revenu de leur pays. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Gilles Bakatushipa. Je vous remercie. Merci aussi à vous qui nous avez suivis de partout. Au revoir et à bientôt.